Si on est l'entraîneur de l'équipe, on ne sait pas tout, on ne sait pas tout faire. Donc c'est pour ça il faut s'entourer avec les gens qui sont capables, qui ont meilleure compétence dans certains secteurs. Et je pense que c'est la même chose dans l'entreprise. C'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs leaders ou plusieurs managers. Donc on peut s'appuyer toujours sur les managers ou les leaders à côté. Ça fait quelques années maintenant, moi je me suis fait une conviction que la meilleure chose qui puisse arriver à une équipe, c'est d'avoir plusieurs leaders. Et d'ailleurs, l'entreprise qu'on a créée avec Charles-Henri que t'as rencontré, on est au moins 2 leaders, mais on essaye d'en avoir plus. Et on n'a pas organisé l'entreprise en se disant toi tu pilotes cela et moi je pilote cela. Pour moi, c'est un des secrets du management, c'est d'accepter qu'il y a plusieurs leaders et pas juste je suis le manager donc je suis le leader. Aujourd'hui, dans Le Faire en Vrai, je reçois Anthony Claassen, jeune retraité du rugby professionnel. Avec lui, on va démonter une idée reçue comme quoi il faudrait qu'un seul leader dans une équipe pour que ça marche, qu'un seul capitaine dans le bateau. En rugby, il en faut plusieurs et dans vos entreprises aussi. Et puis, on va voir aussi avec Anthony comment on se prépare aux grands moments de votre vie professionnelle. Pour lui, c'était des finales de Coupe d'Europe et des finales de Top 14. Pour nous, ça va être des grands projets, des contrats à signer et des grands moments de votre vie d'entreprise. Je suis ravi d'accueillir Anthony. Ravi d'être là, merci Patrick. Salut Anthony, donc c'est Anthony Claassen. Tu es un joueur de rugby professionnel, ou plutôt tu étais jusqu'à il y a très peu de temps. C'est exactement ça, donc j'étais joueur de pro pendant 16 ans en France et quelques années en Afrique du Sud, donc je suis arrivé en France assez jeune. Toi, t'es né en Afrique du Sud, voilà. T'es de nationalité sud-africaine à la naissance. Voilà. Okay. Donc voilà, je suis sud-africain, j'ai grandi en Afrique du Sud, où j'ai fait mes études. Ouais. Et après mes études, j'ai décidé de venir en France. Et voilà, 16 ans après, je suis toujours là. Donc c'est quand même une belle histoire. C'est pas un parcours atypique que les autres joueurs de rugby que j'ai connus. Donc. Et t'es venu jouer en France pour jouer au rugby? En fait, c'est une histoire assez drôle si j'y pense, parce que à l'époque en Afrique du Sud, c'était l'époque où les Sud-Africains c'était les monstres, bien plus grands que moi. Ouais. Et puis moi, j'étais toujours un joueur de ballon. Voilà, c'était un peu plus mon style de jeu. En Afrique du Sud, je n'arrivais pas trop à percer. Quand j'ai fini mes études, il fallait que je décide qu'est-ce que je vais faire. Et puis j'en parlais avec mon père. Et mon père, il a joué en France fin des années 70 à Marmande, pas loin de Bordeaux. Voilà, il m'avait toujours dit quand j'étais petit, si tu auras l'occasion d'aller en France, il faut y aller parce que quand même c'est formidable. Et je pense que lui, il a tombé amoureux de la France, de la France, la culture et tout ça. Et puis il a toujours gardé les contacts à Marmande. C'est un peu grâce à ça et grâce à eux que je suis arrivé. Donc j'avais pas de contrat, j'avais quasiment pas de visa. Je suis parti à l'aventure avec un sac à dos. J'avais pas d'argent à l'époque non plus. Donc, à chaque fois quand j'avais besoin d'argent, j'ai appelé papa. Écoute, est-ce que tu peux faire un virement? Je suis resté à Marmande pendant 2 semaines. Puis, entre-temps, j'ai fait des tests physiques à Brive, qui était quand même en top 14. Et puis, ils m'ont dit, écoute, tu peux rester avec nous, mais tu vas jouer avec des espoirs. J'ai dit, avec grand plaisir. C'est quand même de toute façon, à ce moment-là, toi, il fallait que tu bosses, quoi. Voilà. Donc, donc je suis parti au bout de 2 semaines de Marmande où j'avais toujours pas de contrat, rien de signé, donc rien n'était sûr. Je suis arrivé à Brive, donc pendant 3 mois, j'avais des soucis de visa, donc je l'ai passé de délai un peu. Et puis, je me suis entraîné comme un fou. Je voulais montrer que, en fait, j'ai ma place dans cette équipe et dans ce groupe. Au bout de 2-3 mois, il y a Olivier Mann qui a arrêté sa carrière. C'est l'ancienne 3e ligne de l'équipe de France. Lui, il était à Brive, donc il a arrêté sa carrière. Il est devenu l'entraîneur de l'équipe. Et moi, je suis devenu, j'étais le joker médical pour Olivier. Donc, pas mal. C'était pas mal. Et puis, mais c'était cette chance qu'il me fallait pour percer. Et Olivier m'avait vraiment donné le pouvoir de faire ce que j'avais envie sur le terrain. Donc, il a forcément vu quelque chose en moi. Et puis, c'est là où j'ai lancé ma carrière, en fait. Oui, pour les connaisseurs, donc t'es 3e ligne, toi aussi, dans cette équipe. Donc, t'as lancé ta carrière à Brive. T'as fait toute ta carrière en club professionnel, donc en France. À Brive d'abord, à Castres. À Castres. Et j'ai terminé au Racing, donc... Donne-nous juste, pas dans le détail, mais combien t'as passé d'années dans chaque à Brive, je suis resté 5 ans. Et puis, je suis parti à Castres, où je suis resté 2 ans. Et puis, je suis arrivé en région parisienne, au Racing 92, où j'ai terminé après 7 ans. Et juste les 2 ans à Castres, on va pas les oublier parce que c'est quand même 2 ans hyper riches pour toi. Ouais, c'est incroyable. C'était incroyable. On va en reparler évidemment. Ouais. D'abord, il y a un titre. Il y a un titre, mais surtout, si on pense au passé, à Brive, où c'était parfois compliqué. Quand j'ai quitté Brive, ils ont descendu en Pro D2, donc ça m'a fait mal au cœur parce que j'étais quand même leader de l'équipe, j'étais capitaine de l'équipe, donc c'était très compliqué, mais je savais de jouer le plus haut niveau et il fallait que je parte. Et puis je suis allé à Castres et là, qui m'est arrivé, c'était un champion de France, un titre
l'équipe de France, vice-champion l'année d'après, et puis c'était formidable. Magnifique, 2 années magnifiques. Oui, exactement. Effectivement, tu vas jouer quelques matchs en équipe de France à l'époque, c'est Philippe Saint-André, c'est ça le sélectionneur. Et puis donc tu vas être transféré au Racing, qui est un des plus gros clubs français aussi à cette époque-là, pour une expérience de 7 ans. 7 ans, ouais. Donc après, surtout dans un club comme ça, avec une telle histoire, un club avec autant des ambitions, soit disant en France et en Europe, c'était un autre niveau pour moi, une étape pour moi pour me tester encore à le plus haut niveau. Donc et juste l'honneur d'avoir resté dans une club comme ça pendant 7 ans, c'était la fierté en fait. Ouais, bah donc, oui. Donc ça fait une carrière de 7 et 5, 12, 14, presque 15 ans professionnel en France, équipe de France. Oui. T'as quitté le Racing en 2020, c'est ça? 2021, oui. 2021. Ouais. Donc t'es un très très jeune retraité du rugby professionnel. Ouais. Et juste quelques mots, on va évidemment beaucoup revenir sur le rugby, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui nous intéresse, mais juste quand même quelques mots avant, parce que j'aime bien qu'on parle aussi de ce qui se passe après la carrière professionnelle de rugby aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait en sortant et où est-ce que tu es aujourd'hui? Tout au long de ma carrière, j'ai fait mes études. Donc, j'ai commencé juste avec un parcours général avec TBS, Luce Business School, et où j'ai enchaîné avec une master's en business development, marketing communication internationale, quand j'étais encore joueur au Racing. Donc, ça m'a vraiment permis de me livrer un peu l'esprit, le cerveau. Quand je rentre à la maison, je ne pensais pas que rugby, c'était quand même autre chose, et aussi un moyen de préparer un peu l'avenir. Quand je suis au Racing, ça va se terminer, je me suis dit, mais il faut que je fasse encore des études, les formations. Donc, je me suis inscrit à HEC pour faire un Executive MBA, que j'ai commencé en 2021, donc 2 mois après ma retraite, on va dire, et que je viens de terminer il y a quelques mois. Donc, c'était quand même important pour moi de faire ces études, de faire ces formations pour faire la transition de joueur professionnel dans l'entreprise. Entre-temps, si je continue un peu à Sereine aussi, Sereine Rugby Club pendant 2 ans qui était national. Donc, oui, un niveau vraiment. Oui, c'est quand même un très haut niveau. Oui, c'est un très bon niveau, mais c'est pas le Racing. C'était pas les mêmes exigences, donc j'ai pu travailler en plein temps, faire mes études et jouer. Donc c'était quand même 2 ans assez costauds, on va dire. Mais après, on s'en sort toujours. Je pense qu'avec le rugby, on apprend plein de choses, et je pense que la résilience, la discipline, c'est quand même deux éléments qui étaient importants pendant ces 2 ans-là. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, le rugby, c'est surtout emmener tes fils jouer au Racing, et tu passes le flambeau à la jeune génération. C'est exactement ça. Maintenant, je passe le bâton aux deux petits, et puis voilà, le plus important que ceux qui s'éclatent, qui prennent du plaisir, parce que quand même, le rugby, c'est quand même... C'est d'abord un jeu, C'est un jeu, et c'est un plaisir aussi. Si on n'est pas passionné, si on prend pas du plaisir, ça sert à rien de le faire plus tard, mais c'est dans la vie aussi. Si on ne prend pas le plaisir de ce qu'on fait tous les jours, il faut changer. Non, mais je suis tout à fait d'accord, et c'est vrai d'ailleurs pour tous les sports. Et quand on a eu notre discussion pour préparer cette interview, on s'est aussi aperçu que t'es un rugbyman, mais t'aimes tous les sports, et on prendra des exemples aussi dans d'autres. Il y a d'autres sportifs qui nous intéressent, évidemment. On essaiera de faire des parallèles, comprendre. Mais moi, je suis content d'avoir un grand joueur de rugby avec moi aujourd'hui, parce que, et je t'en ai parlé quand on a déjeuné ensemble la première fois, le rugby, c'est un sport qui est énormément abordé dans l'entreprise, pour le management. Mais moi qui m'intéresse au rugby, mais sans être un grand fan, je suis souvent frustré parce que je trouve que on me dit solidarité, etc. Mais je trouve que ça va pas beaucoup plus loin. Et du coup, je me dis, ça a l'air intéressant, mais j'arrive pas à comprendre, au-delà des beaux mots et des belles idées, des belles valeurs, j'arrive pas tout à fait à comprendre ce qu'il y a à en tirer. Et du coup, ce qu'on s'est dit, et ce que je veux te proposer, puis proposer aux gens qui nous regardent, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce sport de spécifique, et du coup de comparer à d'autres parfois, et du coup d'en tirer des choses pour les managers, pour les gens qui sont dans les entreprises, et de se dire mais en fait pourquoi, c'est pas que la solidarité, ou plutôt pourquoi il y a la solidarité. D'accord, pour essayer de faire ça avec moi? On va essayer, oui. Pour commencer, donc on va parler du rugby. Si on essaie de prendre de la hauteur, et c'est un sport que t'aimes particulièrement, mais si on essaie de le regarder un peu froidement, qu'est-ce qui selon toi fait les grandes spécificités du rugby par rapport à d'autres, le foot, le basket, le volley, pour parler des sports co? Qu'est-ce qui fait les différences? On parle beaucoup surtout de certaines valeurs qui sont dans le rugby, qu'on recherche ailleurs aussi, mais c'est d'abord un sport de contact et puis un sport de combat aussi. Il faut qu'on sache qu'on a toujours les soutiens des coéquipiers à côté, à droite et à gauche, donc et on peut pas le faire tout seul. Même si on a le star de l'équipe, on est le capitaine, on est le buteur. Si on n'a pas le soutien en fait de toute l'équipe, on va pas gagner, on va pas réussir, on va pas gagner le titre. Donc je pense que déjà
c'est pour ça que ce sport, c'est un aussi beau sport. Tout seul, on n'arrivera jamais. C'est vrai pour tous les sports co, ceci dit. C'est-à-dire qu'un Mbappé tout seul, il peut pas gagner la Coupe du Monde, même quand il marque 3 buts en finale. C'est un peu plus facile au foot, je pense. Mais non, mais je dis pas ça pour te contredire. Je pense que le combat, c'est quand même un truc qui rend la relation avec les collègues, même les adversaires d'ailleurs, un peu différents. Mais c'est exactement ça, parce que je pense que pendant une saison, pendant les matchs, on est tellement dans les durs, on est face à certains éléments. Moi, je peux pas dépenser le joueur à côté. Si je sais que il est pas à côté de moi, ben ça va être dur de gagner ces matchs-là. Donc c'est pour ça que on parle des stars, mais sans les joueurs à côté, les mecs qui travaillent plus dans l'ombre, ils vont pas sortir de l'eau. Donc parce qu'il y a cet engagement physique. C'est surtout ça. Vraiment incroyable. Je pense que c'est surtout ça. Ouais. Donc on va parler encore de basket aussi. Donc je pense que pour un joueur comme Michael Jordan, c'est quand même plus facile de marquer, je sais pas, une quarantaine de points par match, même s'il a des coéquipiers à côté. Donc il peut le faire tout seul parce qu'il a cette capacité de le faire. Mais en rugby, c'est tellement plus dur de le faire si on n'a pas encore vécu les choses ensemble. Donc c'est là où on crée les liens en fait. Si on a vécu des entraînements très durs, des entraînements physiques, on fait très dur parce que parfois, je me souviens, surtout avant la saison, tu fais des physiques et tu es sur les vélos, les watt bikes et franchement c'est très très dur. Et les mecs ils disent allez, accroche. T'as envie de dire mais les gars, c'est dur, j'arrête. Mais c'est ça que t'as besoin en fait. Cette soutien là pour franchir le cap mental parce que parfois mentalement on se dit en fait oh, je veux pas le faire. Mais s'il y a quelqu'un à côté qui dit allez accroche-toi, tu peux le faire. Et tu peux le faire. Il y a un truc qui me frappe dans le rugby et que moi j'ai vu dans un seul autre sport, c'est le décathlon. J'ai l'impression que cet engagement physique il est tellement fort que finalement c'est pour ça aussi qu'on applaudit l'adversaire à la fin. Comme au décathlon, tu sais à la fin d'un décathlon, les mecs ils ont essayé de se battre les uns les autres, mais ils se tombent dans les bras à la fin de la dernière épreuve. Et j'ai l'impression que c'est parce que c'est physiquement exceptionnel qu'à la fin, on oublie presque une partie de du côté adversaire, quoi. Ben, c'est exactement ça. Donc, par de ça, pendant des heures, on se bat pour arriver en première. Et on est tellement dans le dur, physiquement, on est à la ramasse. Mentalement, il faut être très fort. Mais à la fin, dès qu'on est arrivé, on a déjà réussi à finir le parcours, même si c'est en première place, en 10e place. Mais on a toujours ce respect envers l'autre personne parce qu'on sait très bien que eux aussi, ils ont fini. Ils ont terminé le cours. Ils ont galéré aussi. Ouais. C'est exactement ça. Donc, on a ce respect mutuel, en fait, qui est très important surtout dans le rugby et décathlon aussi. Alors il y avait un aspect et on va revenir du coup sur ce leadership parce que c'est ça aussi à mon avis qu'on peut aller chercher dans l'entreprise. J'essaierai de faire les parallèles. C'est tu nous disais dans le déjeuner où on a préparé, c'est aussi un sport qui est très compliqué. C'est-à-dire il y a énormément de joueurs. Je me rappelle plus exactement, mais tu dis quand on se déplace, il y a combien de personnes qui se déplacent sur une équipe de rugby? Mais déjà quand on se déplace, il y a les 23 joueurs qui jouent et puis il y a toujours 4 ou 5 qui fait le déplacement au cas où il y a une trentaine de joueurs. Donc ça c'est une trentaine de joueurs déjà et puis il y a le staff technique, le staff des entraîneurs médicaux donc c'est une quarantaine, 45, 50 personnes qui se déplacent à chaque fois donc toutes les logistiques après, il y a les sacs, il y a les maillots donc il y a vraiment toute une logistique après que les gens forcément ne voient pas. Ouais, et puis qu'évidemment moi j'adore le basket mais le basket on est moins nombreux dans l'équipe et donc on est moins nombreux à se déplacer et donc c'est moins compliqué même s'ils sont très grands. Bah oui quand même. Mais donc du coup vous êtes extrêmement nombreux, je trouve ça intéressant pour les gens qui nous regardent parce que dans l'entreprise la plupart des entreprises sont grandes. Toi tu bosses chez Canal, c'est plutôt des équipes de taille rugby et de complexité rugby que de complexité basket. Qu'est-ce que ça change en fait d'être aussi nombreux dans votre quotidien, selon toi, ou qu'est-ce que ça amène de particulier? Ben déjà, je pense que c'est l'organisation autour de tout ça, donc et aussi la discipline. Donc, il faut respecter. Alors, on va commencer par l'organisation. Organisation déjà. Si on a un déplacement, il y a certains horaires à respecter. Chacun a ses propres moyens, ses valises, ses sacs, et puis aussi le vouloir d'aider aussi à mon côté. Donc, si on voit que les équipes médicales, ils ont surchargé avec les valises, les matériaux. Et on donne un coup de main. Donc, c'est surtout une organisation. Donc, telle heure qu'on arrive, telle heure qu'on part. Donc, il y a toujours une organisation autour. Donc, on a besoin que
de penser au match et pas autre chose. Donc c'est le boulot, le job en fait des entraîneurs et le manager. Donc il y a toujours une feuille de route qui est suivie et c'est important de le respecter parce qu'on est nombreux et si on sort de ce cadre-là, c'est quand même très compliqué d'être performant et de ramer dans le même sens. Et ça, moi je trouve que c'est un truc assez exceptionnel parce que quand moi j'accompagne des équipes dans les entreprises et qu'on me dit c'est quoi la taille idéale pour une équipe, tu vois, quand on me dit tiens je fais l'équipe de direction de mon usine ou de je sais pas quoi, moi je vais te dire, je leur dis entre 7 et 10. Hein. C'est-à-dire que pour moi, l'idéal de gestion d'une équipe c'est entre 7 et 10. Mais là l'équipe c'est 50 en fait. Parce que le staff médical, on en a autant besoin que le joueur en réalité, ou le remplaçant autant que le titulaire. Donc on est très loin de ce qui est le plus facile à faire. Et justement, ce que tu amènes, c'est, tu dis, du coup, il y a une énorme discipline, c'est ça? Il y a une énorme discipline, mais je pense qu'on dépend beaucoup sur les leaders dans l'équipe aussi, parce qu'il n'y a pas qu'un leader qui soit, peut-être c'est le manager qui décide surtout, ou les horaires, ou le capitaine qui doit instiller cette discipline dans l'équipe. En fait, il y a plusieurs leaders et cadres dans l'équipe qui ont la responsabilité en fait d'être sûr que tout le monde suit un peu le projet. Donc le taille idéal, le 7 à 10, oui, en haut, mais après, il y a toujours les managers aussi. Oui, et puis en rugby, c'est impossible, en fait. C'est impossible, tu peux pas une équipe de 7 de rugby, elle risque enfin, sauf en rugby à 7, mais sinon, elle risque de perdre. C'est pour ça que ce qui est intéressant, en entreprise, on peut, essayer de se dire, tiens, je vais faire des équipes de 8-10, et encore pas toujours. Mais vous pouvez pas, faut mettre 15 personnes sur le terrain, faut mettre les remplaçants, faut mettre le staff, etc. Alors, quand tu dis plusieurs leaders, dans ton expérience, que ce soit Brive, Castres ou Racing, on va surtout dire Castres et Racing, c'est des équipes qui ont gagné. Dans la réalité de ce que vous avez vécu, il y avait, toi, ton observation, c'est qu'il y avait plusieurs leaders? Il y en a toujours plusieurs leaders. Alors, par exemple, je sais pas, moi, à Castres, comment ça marche? Déjà, vous avez 2 entraîneurs, il me semble. Il y a 2 entraîneurs. C'est la Travers et la Bite, hein, voilà, pour ceux qui sont là. Exactement. Déjà, il y en a pas qu'un, il y en a 2. Il y en a 2, donc voilà, mais je pense que ils sont très complémentaires aussi. Donc les points forts peut-être de Laurent, la Bite, parce que les 2 sont Laurent, donc c'est peut-être les points forts de l'autre Laurent. Tu nous donnes sans faire des détails, mais tu nous donnes un peu, juste pour qu'on comprenne. L'un, il fait quoi, par exemple? Laurent Travers, c'est quoi son point fort le plus évident? Mais je pense que surtout dans l'organisation de feuilles de route et tout ça, donc tout ce qu'on fait en termes de planning, il est très très fort, et aussi les motivations. Donc là, il est très très fort, et Laurent Labitte, il était très fort dans la stratégie, dans la mise en place de plans de jeu, etc. Donc il y avait déjà là 2 leaders. Voilà. Et puis après, il y a toujours le capitaine de l'équipe. Ouais. Il est toujours vu comme le leader d'une équipe. Mais après. Et là, c'était qui, par exemple? Là, à l'époque, c'était Capo Ortega, Rodrigo Capo Ortega. Donc, lui était vu comme un leader. Mais après, il y avait Rémi Thalès aussi, qui est devenu le capitaine à la fin de la saison suite aux certaines blessures. Donc, du coup, il y avait déjà cette groupe de leaders qui est formé. Donc, je pense dans chaque groupe, il y a toujours un groupe de leaders. C'est surtout les anciennes qui sont un peu plus anciens, qui ont plus de vécu, plus d'expérience. Donc, on peut toujours compter sur eux, soit relais un message ou de prendre le relais si un des leaders ne sont pas là. Donc, c'est important il y a une culture dans chaque équipe et c'est important que ces leaders-là, ils parlent de la culture et je veux pas dire renforcer la culture, mais parce qu'enforcer c'est quand même un mot très fort, mais dans une certaine manière renforcer la culture dans une équipe pour certains, pour les joueurs qui viennent arriver, donc que tout le monde travaille dans le même sens et on a la même vision des choses. Donc là, on a 4 leaders. Si on prend le Racing, ça m'intéresse aussi parce que tout à l'heure, tu parlais de Michael Jordan en faisant référence aux Bulls et au basket. Ouais. Mais au Racing, vous avez Dan Carter à ce moment-là. C'est-à-dire, je sais pas si c'est le Michael Jordan du rugby, mais on est quand même dans un joueur qui serait peut-être, si on faisait un classement, dans les 10 meilleurs joueurs de tous les temps en rugby, à peu près. Non? Exactement. On pourrait dire ça, probablement. Donc c'est une énorme star. Et dans ce club-là, avec cette star-là, il y a encore plein de leaders. C'est pas lui qui prend toute la lumière? Non, c'est pas lui, parce que je pense que surtout lui, il a vite compris que, sans les 14 autres joueurs sur le terrain, il peut pas être le meilleur sur le terrain. Mais après, je pense qu'un vrai leader, il sait exactement quand est-ce qu'il faut prendre le charge, quand est-ce qu'il faut rester un peu dans l'ombre. Et je pense que Daniel était comme ça, il n'était pas le capitaine de l'équipe, mais avec son expérience, son statut de star, on peut le dire. Oui, parce qu'en plus, il était en fin de carrière. Donc il était en fin de carrière, mais il est arrivé en 2015-2016, après un titre de champion du monde. Il voulait donner encore plus à l'équipe, parce que lui, c'est un compétiteur. Il voulait gagner, et il voulait gagner des titres à Racing, ce qu'on a fait. Donc, il est arrivé tant que leader, mais pas tant que leader de capitaine de l'équipe, mais tant que leader d'apporter son expérience à l'équipe et son vécu, et puis
de changer ou de donner quelques consignes ou conseils où il a pu le faire. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que dans ce sport qui est si compliqué et si engagé physiquement, même quand tu vas avoir un joueur exceptionnel, on est toujours dans ce leader, enfin, dans plein de leaders, plusieurs têtes. On peut dire manager aussi. Ouais, voilà, on peut dire manager. Comme l'entreprise, oui. C'est comme un manager, oui. Voilà, et il y en a plusieurs qui vont être leaders pour les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu t'écoutais le ou les entraîneurs, mais t'écoutais aussi le capitaine, et puis t'écoutais, j'imagine, aussi Dan quand il dit bon les gars maintenant c'est la fin du match et on va le jouer comme ça et vous allez m'écouter parce que voilà. Donc il y a plusieurs moments de toi en tant que joueur, t'acceptes le leadership de 3-4 personnes autour de toi. Ben, je pense que c'est obligé, surtout dans un sport comme le rugby, c'est obligé d'être à l'écoute aussi. Mais comme je dis encore une fois, un leader, il sait exactement quand il faut qu'il prenne le devant ou rester à l'ombre. C'est pour ça que c'est un aussi beau sport. Il y a tout le monde qui veut donner leur vie, mais et donner leur leadership, mais si on travaille pas dans le même sens, ça sert à rien d'avoir les leaders qui parlent, qui travaillent, qui disent des choses, mais on les écoute pas. Donc il faut toujours être à l'écoute, essayer de faire au maximum et faire en sorte que l'équipe soit gagnante à la fin et pas les individus. Là, c'est marrant parce que donc moi comme tu le sais, j'ai pas une carrière de sportif de haut niveau, mais j'ai créé ma boîte et ça fait quelques années maintenant. Moi, je me suis fait une conviction que la meilleure chose qui puisse arriver à une équipe, c'est d'avoir plusieurs leaders. Et d'ailleurs, l'entreprise dans laquelle qu'on a créé avec Charles-Henri que t'as rencontré, on est au moins 2 leaders, mais on essaye d'en avoir plus et on n'a pas organisé l'entreprise en se disant toi tu pilotes cela et moi je pilote cela. Et encore hier chez un de mes clients dans la chimie, donc ça n'a rien à voir, je leur disais la même chose à 2 jeunes femmes qui prennent le leadership d'une équipe. Je leur disais vous êtes pas numéro 1 et numéro 2, vous êtes toutes les deux leaders, vous allez travailler ensemble comme une équipe de double de tennis pour le coup là, je disais. Où vous allez jouer le même match au même moment. Et pour moi c'est un des secrets du management, c'est d'accepter qu'il y a plusieurs leaders et pas juste je suis le manager donc je suis le leader. Et je suis d'accord à 100% parce que on ne sait pas toujours tout ce qu'il y a sur un certain sujet. Encore une fois, comme dans le rugby, si on est l'entraîneur de l'équipe, on ne sait pas tout, on ne sait pas tout faire. Donc c'est pour ça il faut s'entourer avec les gens qui sont capables, qui ont meilleure compétence dans certains secteurs. Et je pense que c'est la même chose dans l'entreprise. C'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs leaders ou plusieurs managers dans ce sens-là. Donc on peut s'appuyer toujours sur les managers ou les leaders à côté. C'est important de avoir ce partage d'informations, de ce partage de données, tout ce qu'on souhaite savoir. Il faut toujours avoir ce partage-là. Et c'est exactement ça. Si on n'a qu'un leader, mais tout le monde va l'avoir un peu centralisé. Et puis quelle pression, quoi. Personne va oser de dire en fait je pense il faut qu'on fasse ci telle ou telle chose. Donc c'est vraiment une question de la responsabilité, mais aussi de respect aussi dans une certaine manière. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis en plus, quelle pression si t'es le seul leader, hein, tu portes toute l'équipe sur tes épaules, c'est difficile. Le jour où t'es moins bien, c'est la galère. Je m'adresse aux gens qui nous regardent parce que avec Anthony, justement, on réfléchit aussi à faire des interventions ensemble dans des entreprises parce que je trouve que ce serait intéressant de venir réfléchir sur des vrais cas d'entreprise pour voir comment est-ce qu'on peut agencer plusieurs leaders dans une même équipe pour justement avoir cette complémentarité, etc. La complémentarité, tout ça, c'est facile à dire, c'est très difficile à faire. Toi, tu l'as vécu dans ton expérience de joueur pro et c'est génial. Moi, j'ai l'impression d'arriver à le vivre aussi un petit peu et je pense qu'on pourrait essayer d'aider des équipes à le faire pour de vrai, quoi. Mais je suis d'accord. Je pense que surtout, ça commence avec l'humain. Il faut s'intéresser. Si on s'intéresse aux gens, je pense qu'on va aller encore plus loin que juste faire le boulot, faire les choses qu'on doit faire pour faire un boulot. Je pense que si on s'intéresse aux gens, il va donner 10, 20, 30% de plus pour gagner ou pour réussir. Ouais. Et d'ailleurs, tu prenais l'exemple tout à l'heure des deux Laurent, la Travers et Labitte, et tu disais il y en a un qui est plutôt organisation, motivation, et l'autre qui est plutôt stratégie de jeu, etc. Pour avoir ces différenciations, il faut bien s'intéresser aussi aux autres. Et quand on va regarder les équipes, il faut bien s'intéresser aux qualités des uns et des autres. Je pense que ça existe dans d'autres sports. Par exemple, quand en 98, la France gagne, on a bien compris que Deschamps était un leader sans être le meilleur joueur de l'équipe et que Zidane était le meilleur joueur de l'équipe, mais n'était pas le capitaine. Exactement. Oui. Donc, dans les très grandes équipes qui gagnent, en général, on a compris qu'il pouvait y avoir plusieurs leaders en fonction de leur apport. Encore faut-il, comme tu le dis,
s'intéresser à eux, quoi. C'est comme je dis, il faut s'intéresser. Donc, si on parle de 98, ça m'a fait penser beaucoup à peut-être les Sudaf qui ont l'esprit qui ont gagné la Coupe du Monde pour une deuxième fois, là, encore une fois. Ce que Rassi Erasmus a réussi à faire quand il a pris la tête 6 mois avant une Coupe du Monde et l'a gagné après, en 2019, c'est quand même incroyable. Donc, ça veut dire qu'il a compris quelque chose de leadership et de management parce que il n'avait pas toujours les meilleurs joueurs dans son équipe, je pense, mais je pense qu'il avait toujours les bons jours ou les meilleurs joueurs pour la situation et pour gagner une Coupe du Monde et tous les monde qui ont décidé de s'inscrire à la vision de gagner la Coupe du Monde. Donc, il était peut-être parfois pas bien aimé par plein de gens, mais après tout ce qu'il a réussi à faire depuis 8 ans, depuis 5 ans, pardon, c'est quand même, il a raison, en fait. Il a raison. Personne ne l'a fait, quoi, voilà. Avant lui. Et t'as raison. En plus, j'ai pas l'impression que dans cette équipe d'Afrique du Sud qui vient de gagner, il y ait une star qui sorte vraiment du lot. Il n'y a pas l'équivalent d'un Dan Carter ou d'un Richie McCaw avant ou d'un Johnny Wilkinson. Il y a pas, il y a plein de très bons joueurs, hein, exceptionnels, mais il n'y en a pas un qui incarne l'équipe de façon extraordinaire. Non, je pense pas, parce que si on pense, il y a 5 ans, 2018, avant la Coupe du Monde, quand il est nominé Siya Kolisi comme capitaine, je pense que les gens, ils ont dit, mais ce mec, il est fou, il n'a qu'une expérience, c'est pas le meilleur joueur, pourquoi lui capitaine? 5 ans après, regarde les faits qu'il avait, le fédérateur qu'il était en fait dans cette équipe, mais aussi je pense que pour toute une pays qui est l'Afrique du Sud. Il a compris parce que lui, il a un vécu quand même très particulier. Il est venu de rien. Il s'est demandé qu'est-ce qu'il va manger aujourd'hui quand il était petit. Une star mondiale. Donc, je pense que Rassi Erasmus avait déjà cette vision de voir. Il s'est intéressé aux gens au début. Donc, il a vu quelque chose dans un Siya Kolisi, pardon. C'est pour ça qu'il a nommé capitaine de l'équipe pour amener cette équipe d'être champion du monde 2 fois de suite. On parle de leadership multiple et ce que je trouve assez intéressant aussi sur ce que tu dis sur le fait d'avoir plusieurs leaders. J'imagine que quand il y en a 4, on se dit qu'on peut aussi l'être soi et être le 5e. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi dans tes équipes, toi, le fait de dire tiens, c'est donc ouvert aussi pour moi si j'ai besoin ou si je pense que j'ai quelque chose à amener? Ouais, je pense que c'est sûr et certain. Surtout dans le monde de rugby, c'était un jeune joueur, tu vois les anciens ou les leaders dans l'équipe, tu as envie d'être comme eux, donc ça tire tout le monde vers le haut en fait. Surtout quand on est plus jeune ou moins expérimenté dans un groupe, on voit ce qu'ils font les leaders, donc tu as envie d'être comme eux, tu as envie d'apporter ta valeur aussi dans un groupe, une équipe. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir plusieurs leaders dans une équipe, mais aussi parmi ces leaders-là, si on a 4, 5, 6, peu importe, je pense que une de ces leaders ou 2, 3 peuvent être l'exemple pour les autres leaders aussi. Donc si les autres leaders voient, écoute, je vois les autres, ils font comme ça, moi je vais suivre, j'ai envie de faire la même chose. Donc je pense que le fait d'avoir plusieurs leaders dans un groupe ou une équipe, c'est très important. Ouais, et puis en plus je peux du coup m'identifier plus à l'un qu'à l'autre. Si tu vois, on parlait de tes entraîneurs de CAF, tiens, je suis un peu plus stratège et ça me parle plus, je suis un peu plus organisateur et ça me parle plus, ou alors pareil, les joueurs, ça me laisse plus de place, plus de choix, plus d'espace, quoi, à moi. Je pense que c'est humain d'avoir peut-être plus de liens avec quelqu'un que quelqu'un d'autre. Donc, forcément, tu vas être attiré par la personnalité, par la façon de faire de certains gens. Donc, c'est pour ça aussi, c'est important encore une fois, d'avoir plusieurs leaders dans un groupe. Oui. Mais nous, tu sais que notre équipe, qui d'ailleurs, c'est assez amusant, on est 15, aujourd'hui. C'est un hasard. Et donc, on est 15, mais on a trois directeurs, donc 3 principaux, on va dire, managers. C'est tout le temps ce que je dis aux jeunes consultants qu'on encadre, ou aux moins jeunes, enfin, globalement, plutôt des jeunes. Vous avez 3 managers, comme ça, allez voir celui avec lequel ça se passe bien. Ouais. Et en fait, sur des durées longues, tu te rends compte qu'il y a un moment où ça va plutôt être l'un, après ça va être un peu l'autre. Ouais. Puis au bout d'un moment, on en a un peu marre de discuter avec celui-là, donc on va voir le 3e. Et je trouve qu'effectivement, ça offre plein de libertés et plein de possibilités. Quand il y en a qu'un, d'abord la place est prise. Et puis en plus, si ça te va pas, c'est compliqué. Et je pense que c'est toujours le même discours aussi. Ouais. Donc au moins, si t'en as plusieurs, t'as notre façon de parler, notre discours, et qui sort un peu du cadre. Donc si t'es tout seul, tant que leader ou manager, les gens, je pense qu'ils vont oser un peu moins de venir te voir. Donc j'ai beaucoup entendu parler des gens qui, ma porte est toujours ouverte.
Ouais, mais c'est quand même, je sais pas si les gens, ils vont quand même toquer à la porte pour dire, écoutez, j'ai un problème avec quelque chose. Dans ta carrière, t'as été le leader de l'équipe à certains moments ou à quel moment t'as eu l'impression d'être le leader? Tu disais peut-être à Brive ou À Brive, oui. Donc, je pense que toute ma vie, j'étais quand même leader, capitaine de mes équipes dans lesquelles j'ai joué quand j'étais petit, après, à l'université, mais puis quand je suis arrivé à Brive aussi. Donc, je suis devenu capitaine après quelques mois au club. Donc, c'est quelque chose que j'adore. J'adore, mener les équipes, d'être un fédérateur, de parler, motiver les gens. Mais après, à chaque fois quand j'ai réfléchi un peu de ce que j'ai fait quand j'étais capitaine, il y a toujours quelque chose que j'aurais pu faire un peu mieux. Donc, ça vient avec la maturité, ça vient avec le temps qu'on a passé d'y penser. Mais quand même, de devenir une capitaine d'une équipe comme Brive, qui historiquement, c'est un grand club de rugby français, que c'est une grande fierté de moi aussi. Donc, c'était pas toujours évident, c'était un peu compliqué parce que comme je suis sud-africain qui est arrivé, donc j'ai au début pas compris la culture, je parlais pas français, mais je me suis forcé de parler français, je me suis forcé d'apprendre la culture. Donc je pense que c'est comme ça que tu t'intéresses aux gens aussi, avoir le soutien de ton équipe en fait. Ouais, ça c'est vraiment intéressant et encore une fois, je trouve que quand on va creuser le rugby, on arrive sur cette notion de leadership multiple ou de plein de gens. Encore une fois, si vous êtes dans les entreprises, ayez la volonté d'avoir plein de leaders. Parfois, je vois des gens qui me disent mais s'il y en a plusieurs, ça va être le bordel ou ça va être compliqué. Non, bien sûr qu'il faudra de la discipline, mais en fait, il faut plusieurs leaders. C'est comme ça que ça marche bien une équipe quand elle est compliquée. Et même Jordan, c'est un leader extraordinaire, mais il y a des fois où Pippen faisait le job. Donc même là, c'est encore différent. Donc il faut tenir cette idée-là. Mais je pense que c'est surtout, si on revient à Michael Jordan, il faut avoir la confiance. La confiance dans tes équipes, les gens avec lesquels tu travailles. Et je sais pas si les gens ont déjà regardé le Last Dance de Michael Jordan. Donc c'est là où j'ai vu qu'en fait ce mec c'était un vrai leader en fait. Je pense qu'ils ont mené avec 10 qu'on a joué et le coach et tout le monde a vu que bon ils vont bloquer Michael Jordan pour faire le dernier panier pour gagner le match. Et ils ont lancé, je me souviens plus de ce nom, mais il dit que mais tiens-toi prêt, je vais te faire la passe et c'est toi qui vas marquer les points pour gagner. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ils ont gagné. Exactement. Je crois que c'est Steve Donc c'est là en fait c'est là où tu vois que c'est un vrai leader. Parce que c'est pas lui qui prend le lumière sur lui, en fait. Il a dit que, écoute, l'équipe est plus grande que moi. Donc, c'est pour ça que il a donné l'autre jour et qui a marqué et c'était encore gagné à la fin. Alors, merci Anthony. Moi, je voudrais qu'on aborde un deuxième sujet avec toi. Je sais qu'il est un tout petit peu, il est émotionnellement un tout petit peu plus difficile. Parce que je voudrais que tu nous racontes deux histoires. Alors, il y en a une qui se termine bien, puis il y en a une qui se termine moins bien. Dans ta vie de rugbyman et on essaiera après de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer dans un cas et dans l'autre. Allez, je suis sympa, on va commencer par Barcelone. Alors, qu'est-ce qui se passe à Barcelone? En quelle année? On est où? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'était 2016, Racing contre Toulon, donc c'était la finale de top 14. C'était déplacé à cause de l'Euro qui se jouait ici en France, donc on n'avait pas le droit de jouer la finale au Stade de France comme d'habitude. Donc du coup, le match a été déplacé à Barcelone. Pas trop mal, Camp Nou, 100 000 personnes, le stade de Barcelone même. Là où joue Messi et tous les grands stars de foot. On a joué contre Toulon en finale et puis au bout de 20 minutes, on a pris un carton rouge et on s'est dit waouh. Donc à 14 contre 15 là. 14 contre 15. Et Toulon, c'est une grande équipe à l'époque, c'est vraiment. Toulon à l'époque, c'était quand même une grande équipe avec toutes les stars mondiaux, les Gito, les Michelak, Bastero, les Armati, juste pour citer quelques-uns, mais. Déjà à 15 contre 15, c'est difficile. Et puis 14 contre 15, encore pire. Donc c'est là, je pense que où on a vraiment vu les vrais leaders devenus, ils ont pris vraiment leur pouvoir en place. Les Carter, Dimitri Schwarzewski qui était le capitaine, Yannick Nyanga, tout ça, les anciens, ils ont dit les gars, calme, on a un plan de jeu, on a un processus qu'on va suivre. Et il y a personne qui avait paniqué en fait. Et en plus de ça, je pense qu'on était au stade là, on était sur le terrain, on a senti que les 100 000 personnes, soit les Toulonnais, a vraiment changé un peu pour le Racing Man, parce que 14 contre 15, c'est impossible qu'on peut gagner ce match-là. Pendant autant de temps. Pendant 60 minutes, ça va être trop compliqué, surtout en finale. Mais il y avait une telle sérénité, une telle confiance qui s'est dégagée entre nous que j'ai jamais pensé qu'on va perdre ce match. Donc, et vous l'avez gagné. Et on avait gagné à la fin. Donc, Joe Rococo qui a marqué un essai sublime
avec un petit par-dessus. Donc c'est là où on a vraiment senti que en fait les poitrines qui se gonflaient un peu plus. Et puis c'est là où on a su que bon, on va gagner ce match et c'est impossible de le perdre. Et donc c'est là où tu te rends compte avec le temps que les vrais leaders, c'est important dans une équipe, surtout avec l'expérience, de garder la sérénité, de garder la confiance, parce que c'est quand même un sport de confiance aussi. Donc, il y avait un plan de jeu, une stratégie, comme je dis, et on l'appliquait de A à Z. Donc, il faut toujours avoir confiance dans ce qu'on veut faire ou ce qu'on va faire pendant le match. Donc, heureusement, à la fin, on était vainqueurs. Alors, justement, et après, on va parler des deux et on va essayer de réfléchir à ça. Ça ne se passe pas toujours comme ça, malheureusement. Et donc, il y a une autre histoire qui est intéressante, je trouve, qui vous est arrivée à Exeter avec la même équipe. C'était pas la même année. Pas tout à fait la même équipe, donc c'était... Mais c'était Racing quand même. Ouais, c'était Racing. 5 ans après, donc en 2021, juste après le Covid. Donc c'était pas tout à fait la même équipe, mais quand même quelques joueurs qui ont... C'est le même maillot. Hein. C'est le même maillot. Certains joueurs qui ont été là, mais après, avec une année compliquée, Covid, on a réussi à se qualifier pour la finale en Angleterre contre Exeter. Finale de la Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, voilà. Oui. Donc là, c'est encore encore mieux que, je veux pas dire mieux parce que c'est... En tout cas, c'est les deux grands titres que vous peut gagner. Mais c'est le seul titre qui manque au Racing. Donc voilà, on a vraiment mis beaucoup sur ce match-là, surtout parce qu'on a déjà perdu 2 finales avant, Coupe d'Europe contre Saracens et Leinster. Donc du coup, on a vraiment pensé que cette année, ça va être le nôtre. On va gagner ce match-là. Donc c'était à huis clos. Il y avait personne dans le stade. On était vraiment une équipe en forme. On était, je pense que certes, peut-être les favoris d'emporter ce match et de gagner, mais malheureusement... Vous étiez dans le rôle de Toulon, de Barcelone. Un peu, oui. Mais malheureusement, on a perdu le match. C'était 9 fois sur 10 ces matchs qu'on gagne. Mais on n'était pas nous-mêmes ce jour-là. On a fait des erreurs qu'on n'a jamais fait tout au long de la saison, les matchs avant. Est-ce qu'on se mit trop de pression avant le match? Est-ce que c'était quelque chose qu'on voulait trop faire, trop gagner et ça rajoutait la pression encore? Oui, peut-être. En tout cas, je trouve que les deux histoires, elles vont bien ensemble parce que elles racontent comment une équipe, ici de rugby, mais dans vos entreprises, vous avez des moments forts comme ça, parce que la finale de Barcelone, voilà, ces deux finales-là, c'est les deux moments les plus importants que peut vivre une équipe française dans une saison. Oui. Mais il y en a qu'un. Enfin, si tu la gagnes pas, faut attendre un an, quoi. Il faut attendre un an. C'est pas un match de top 14. Donc dans ces deux cas, et là je trouve qu'il y a un parallèle avec l'entreprise, c'est comme quand vous avez un gros contrat à signer ou vous vendez des jouets, Noël arrive. Enfin, c'est le moment le plus important, faut pas se louper. Il faut pas se louper. Et on voit bien qu'on peut soit être meilleur et se sublimer et être extraordinaire à Barcelone. J'imagine que vous avez tous. Et racontez-nous vos moments Barcelone où vous auriez dû perdre et vous avez gagné. Et puis de temps en temps, on est de l'autre côté et on aurait peut-être dû gagner et on n'a pas réussi. Maintenant, avec un peu de recul, et t'as parlé un peu du leadership, t'as parlé de tout ça. Qu'est-ce qui manque à Exeter ou qu'est-ce qu'il y a à Barcelone qui va faire que le même événement va se terminer presque aux deux opposés? Comment tu comprends ça, toi? Allez, sur la question. C'est une très bonne question. Je pense qu'en 2016, il y avait peut-être plus d'expérience dans une certaine manière, plus de sérénité. Je veux pas dire plus de leaders, mais des leaders avec plus d'expérience, peut-être. À Exeter, parce qu'on voulait trop gagner, parce qu'on c'était vraiment ce qu'on voulait faire, parce que là, on s'est dit que c'est cette année qu'on va la gagner. Donc, il y avait peut-être un manque de lucidité dans une certaine manière, et aussi de l'équipe, et aussi des leaders aussi dans une certaine manière, parce qu'il faut l'avouer, on peut pas toujours être au top tant que leader, autant que joueur. Donc, même ça arrive qu'on se loupe dans notre leadership aussi pendant les matchs ou dans un match. Et je pense que ce jour-là, les leaders dans l'équipe peut-être n'ont pas fait le match qu'on aurait dû pour emporter ce match. Oui, et tu en fais partie, parce qu'à l'époque, là, tu étais dans les anciens. Voilà, c'est exactement ça. J'étais un cadre de l'équipe de cette année, donc j'étais un leader, mais si j'étais pas capitaine, ça veut pas dire que j'étais pas un leader. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça, donc il faut, avec le recul, oui, et peut-être on a fait quelques erreurs qu'on n'a pas dû faire, mais c'est là où il y avait vraiment peut-être trop des émotions qui est rentré dans le match. T'as dit, on voulait trop gagner. Moi, c'est marrant, mais quand j'aide des entreprises, notamment quand elles sont leaders, pas au sens dont on vient de dire, mais quand elles sont leaders de leur marché, je trouve qu'elles perdent de la lucidité parce qu'elles veulent trop gagner. Elles ont du mal à estimer l'adversaire au bon niveau. Et moi, j'ai un exercice que je prends maintenant, que je fais souvent. Je
Je sais pas si vous auriez dû faire ça, etc. Mais c'est que je dis, au lieu de dire qu'est-ce que vous faites mieux que vos adversaires, parlez-moi de vos adversaires en bien. Maintenant, moi, je leur dis, mais expliquez-moi en quoi l'équipe qu'on va rencontrer, ils sont forts. Mais pour de vrai. Oui. En quoi on peut les admirer? Quelles sont leurs phases de jeu? En quoi ils sont meilleurs que nous? Et je pense que, à vouloir être trop optimiste et trop dire, on va gagner, tu sais, le positive thinking, on oublie de respecter l'adversaire parfois. Peut-être que vous vouliez tellement gagner que vous avez oublié de vous dire, attention, les mecs qu'on va voir là, ils veulent gagner autant que nous. Ouais. Et ils sont pas beaucoup moins bons. Tu vois, peut-être qu'il y a un peu de ça, j'étais pas dans le vestiaire. Non, mais je suis d'accord. Je pense que je voulais ajouter ça aussi. Il y avait peut-être, avec des émotions qu'il y avait pour ce jour-là, il y avait la manque de la lucidité, en fait. C'est pour ça que on n'a pas su s'adapter à la situation. On n'a pas su gagner le match parce qu'on était trop dans des émotions. Et dans l'entreprise, c'est la même chose. Parfois, on est tellement focalisé sur, il faut qu'on fasse tel chiffre d'affaires à la fin de l'année. Mais on voit pas à côté, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour arriver au bout. On voit qu'un chemin, c'est le seul chemin. Parfois, il faut voir un peu plus large, quelques chemins de plus pour les pister, pour le mettre en place, pour arriver au bout. Donc, peut-être, comme j'ai dit, pour ces matchs-là, nous, on n'a pas su le faire parce que on était tellement focalisé sur la victoire que ça nous emportait, en fait. Alors qu'à Barcelone, au bout de 20 minutes, peut-être que vous étiez obligé de regarder les autres chemins. C'est et pour vous ça, vous êtes dit, ouais. En fait, le chemin normal, faut être 15, quoi. Donc, on est foutu si on fait le chemin Avec les cartons rouges, on était obligé de s'adapter à la situation. On était obligé. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est donc obligé de se dire, OK, si on joue normal, il gagne. Si on joue normal, il gagne. Mais c'est sûr, parce que ce jour-là, on a dû faire une shift mentale, donc change of mindset. Parce qu'on est 14, donc ça veut dire qu'il va falloir travailler plus dur, il va falloir travailler plus. Et donc, tout le monde, on fait plus d'efforts. Qu'à la fin, on était gagnant. Et peut-être 5 ans après, la finale contre Exeter. Peut-être, ouais. On s'est dit que bon, on va peut-être attendre le mec à côté, lui, il va faire le boulot, le job. Je vais pas dire que c'était le cas, mais on attend toujours parce que peut-être la peur de mal faire, on fait une erreur que ça va nous coûter le match. Ça peut être ça aussi, on sait jamais. Donc, je suis pas dans les têtes des autres, mais voilà, j'ai une anecdote de ce match-là. C'était à la fin, peut-être 2 minutes, il restait 2 minutes, et je perçais, je me fais arrêter à 20-30 centimètres, et je le vois comme c'est là devant moi. Et c'était peut-être, j'avais même pas une seconde de faire de la décision. Donc, je me suis dit, est-ce que je vais tendre le bras pour essayer de marquer l'essai, ou est-ce que je garde le ballon, on fait un temps de plus, et nous on va marquer à la fin. On fait un temps de plus. Et puis, il gratte le ballon, on perd le match. Oula, ouais, Là, c'est dur. Ouais, bah, donc là, c'est dur parce que c'est avec la recul, c'est là où tu te poses des questions. Si j'aurais dû faire ça, mais moi, je voulais pas être le star. Moi, j'en fichais de ça. Moi, je voulais qu'on gagne. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, non, mais c'est hyper intéressant parce que l'émission, elle s'appelle Le Faire en vrai parce que en vrai, les finales, on les gagne pas toutes. Non. Quand on est joueur professionnel de rugby, et les projets ou les compétitions dans l'entreprise, on les gagne pas toutes. Et je trouve que il y a un vrai sujet de comment on aborde les moments vraiment importants. Est-ce qu'on arrive à être un peu outsider et donc rester lucide, un peu comme si on était 14. Ouais. Et moi, je pense qu'il faut essayer de se dire qu'on est 14. Je pense qu'il faut toujours avoir une mindset comme ça. Ouais. Moi, c'est dur, c'est vachement dur. C'est très dur. Moi, j'ai gagné 2 finales sur 6 jouées. Donc, la réussite, peut-être, n'est pas très, très bon. Et je pense qu'on avait parlé un peu de ça avant parce que, bon, en tant que compétiteur, tant que joueur de haut niveau, tu as envie de tout gagner, quoi. Mais 2 sur 6, je pense qu'il est euphorique, le bonheur que tu as quand tu gagnes des titres, c'est quand même, c'est énorme. Donc, si quelqu'un m'avait dit il y a 15 ans quand je suis arrivé en France, tu vas gagner 2 titres, mais tu vas en perdre 4. Je pense que j'aurais signé. Et je pense que c'est la même chose dans l'entreprise. Parfois, tu vas signer des contrats et 1 ou 2 de l'année, mais tu vas en perdre 5, 6, 7, 8, 9, on ne sait pas. Mais il faut toujours revenir le lendemain, il faut toujours travailler parce que il faut avoir cette résilience, en fait, de continuer à travailler parce que c'est là où on va réussir à la fin. Parce que le bonheur de signer les contrats, de gagner les titres, c'est quand même parfois plus grand que de les perdre. Oui, et puis si c'était facile, t'aurais pas le même bonheur. Il y a quelques semaines, on a publié une vidéo où on parlait de
de Gaël Monfils, c'est un peu ça. C'est est-ce que Gaël Monfils est un grand joueur? Moi, je pense que Gaël Monfils est un grand joueur de tennis, comme je pense que tu es un grand joueur de rugby, même si évidemment, oui, on parlait de Jordan. Jordan, il a fait 6 finales, il a gagné les 6. Mais c'est pour ça que c'est une légende. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est le. Non, je me sens. Non, oui, par rapport à Jordan, on est obligé de te le complètement. dire. Mais c'est parce que c'est si rare, sûr, si extraordinaire qu'on se souvient de Jordan un peu pas comme les autres sportifs. Mais je suis d'accord à 100%. Et ça, c'est vachement intéressant. Mais pour te rassurer, ou en tout cas pour mettre les choses en perspective, l'autre jour, j'ai une cliente qui travaille dans la pharmacie et qui a fait de la R&D. Donc, son travail, c'est de créer des médicaments. Et cette femme, Hélène, si tu nous regardes, elle me disait qu'elle avait fait, je crois, 35 ans en R&D. Un produit, ils ont sorti en 35 ans. Je pense que on peut même pas s'en rendre compte, en fait. C'est vraiment incroyable. Alors, le produit, il sauve des vies, hein. Mais c'est là où tu dis, un produit, il faut avoir le mental. Ouais. C'est là où tu dis en fait que j'ai réussi. Donc après, avec les titres qu'on gagne, c'est chaque année, donc tu auras quand même notre occasion de le faire. Mais surtout pour Hélène, quand tu produis des médicaments, tu en sors un dans ta carrière. Voilà. Là, c'est quand même une fierté, je pense, surtout pour elle. Donc bravo. Déjà. Non, mais en fait, je trouve qu'il y a vraiment ce truc, et c'est pour ça que il faut aussi se préparer. Je trouve dans sa vie professionnelle. Enfin, moi, à mon avis, on peut être assez vite malheureux quand justement on n'arrive pas à vivre avec les finales qu'on perd. Et en fait, dans la vie professionnelle, on perd des finales. Moi, je pense que ton taux de 2/6, il est pas mal, en fait. Pour de vrai, non, mais honnêtement, je pense qu'il est pas mal. Et je pense que les gens ont besoin de se dire aussi, un grand joueur de rugby, c'est 2 finales sur 6. Mbappé, là, qui est la plus grande star du foot actuel, ou presque, il les a pas toutes gagnées, il en a gagné une, il en a perdu une en marquant 3 buts, c'est quand même ballot, hein. Ça, c'est le seul au monde, je crois. Marquer 3 buts en finale et perdre quand même. Oui, c'est sûr. Et donc, tu vois, je trouve qu'il y a vraiment ce truc de apprendre à vivre avec. Je trouve que c'est vraiment un bon enseignement du sport, aussi vivre avec ça et accepter que c'est. Oui, je pense que il y a toujours un lendemain. C'est pour ça. Le soleil demain, il va se lever. Donc voilà, la vie continue. Et puis c'est pour ça que je pense que c'est tellement important d'être passionné de ce qu'on fait tous les jours. Si on n'est pas passionné, quand même, c'est plus compliqué de se lever pour dire que, écoute, moi, je vais continuer à bosser, continuer à faire les physiques, même dans le boulot. Si on est passionné par ce qu'on fait en quotidien, quand même c'est plus facile, même si on a beaucoup de déceptions, parce que peut-être on a perdu un contrat ou on n'a pas de chiffre d'affaires, ou peu importe. Mais si on est passionné, on sait que le lendemain, on aura la résilience, on va réussir à la fin. Comme Hélène, 35 ans, au bout de 35 ans, non, mais c'est tellement C'est extraordinaire, hein. Oui. J'en suis sûr qu'elle est passionnée, donc c'est tellement important. T'as raison, elle est totalement passionnée. Alors justement, moi j'ai une petite question que je pose à tous mes invités pour finir nos conversations. Si il y a un jeune manager dans le monde de l'entreprise qui prend sa première équipe, la première fois qu'il va manager une petite équipe, 6, 7, 10 personnes, et qui vient de demander, tiens Anthony, est-ce que tu aurais un conseil à me donner avant que je rentre dans cette équipe? Qu'est-ce que tu dirais, toi, à cette personne, ce jeune ou cette jeune manager? Pour moi, personnellement, je pense que on ne sait pas toujours tout. Il faut s'appuyer sur tes managers, il faut vraiment appuyer sur eux parce que il y a certains managers qui auront peut-être plus pas de compétences, mais ils savent peut-être plus sur un certain sujet que toi. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur ces gens-là. C'est intéresser aux gens et aie confiance à tes équipes. Parce que je pense que si on commence à micromanager un peu, tu perds un peu tes équipes. Donc, je pense que aie confiance en tes équipes, appuie-toi sur les autres. Pour moi, c'est les 2-3 petits points que je peux donner comme conseil. Ah, c'est bien, aie confiance en tes équipes. Alors, merci beaucoup, Anthony. Je vous invite évidemment à commenter et à partager cette vidéo, liker. Et puis aussi, je suis intéressé de savoir quels sont vos moments Barcelone, quels sont vos moments Exeter, comment vous les avez vécus, comment vous les interprétez. Et puis si vous êtes sportif, professionnel dans un autre sport, ou sportive évidemment, hein, dans un autre sport qui soit individuel ou collectif, et que vous avez envie de parler comme Anthony de votre sport et d'essayer de comprendre ce qu'il y a à en tirer, parce qu'on a parlé un tout petit peu de décathlon ou de basket et évidemment tous ces sports sont passionnants, ou sauteur à la perche. Si vous êtes sauteur à la perche, venez. Romain Lavillény, il s'appelle. Ouais. Romain, si tu veux venir en parler avec moi, avec grand plaisir. Mais pour venir justement creuser un peu ces sports et qu'on comprenne comment ça s'organise, ça va être intéressant. Merci beaucoup. Merci à Anthony. Toi. Merci d'avoir parlé aussi des expériences un petit peu plus difficiles. C'est vraiment intéressant pour moi et pour nous tous. Non, c'est avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de partager. Donc
c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur de partager tout ce que j'ai vécu, aussi de le retransmettre dans le monde du business. Tu es sur LinkedIn et tu es assez actif sur LinkedIn. On voit aussi tes interventions dans le monde de l'entreprise où j'ai vu que tu avais fait avec l'armée un truc récemment là. Oui, avec l'armée de terre et quelques interventions de plus. Donc encore une fois, c'est un plaisir de partager tout ce que j'ai vécu pendant des années, aussi tout ce que je viens d'apprendre aussi et de ce que j'ai en train de faire dans le monde du business avec les autres. Donc avec grand plaisir de me donc contactez Anthony si vous voulez discuter avec lui de rugby pour vous aider dans votre entreprise. On a aussi envie de faire des choses ensemble pour justement faire du leadership multiple dans vos entreprises, mettre ça en place. Et vous, en entreprise, évidemment, partagez avec nous vos expériences, ce que vous avez retenu de notre discussion, ce que vous avez bien compris, moins bien compris. Continuons à échanger dans les commentaires. Et puis, on se retrouvera bientôt pour un nouveau Le Faire en Vrai. À très bientôt à tous.